beaucoup. Merci au comité scientifique d'avoir proposé cette présentation, qui n'est pas une présentation que je fais régulièrement. Je cible souvent uniquement sur telle ou telle question. Et alors, je dois dire que finalement, le titre est extrêmement ambitieux et je vais devoir en laisser un peu de côté. Donc, ce que rappelait à l'instant, c'est qu'on a clairement en psychiatrie des besoins qui ne sont pas aujourd'hui remplis. Il y a la question de la résistance au traitement, il y a la question des symptômes qui sont résistants, par exemple les troubles cognitifs. Est-ce qu'il faut avoir une approche pharmacologique de remédiation cognitive? Je pense qu'on va en parler aussi dans la journée. Et puis, il y a une grande question actuellement, c'est est-ce qu'on peut agir sur les mécanismes de la maladie, et voire même est-ce qu'on peut prévenir l'évolution? Et là, ça devient encore un peu plus compliqué, parce que ce qu'on sait des maladies psychiatriques, c'est que ce sont des maladies complexes. Ce sont des maladies qui sont... Enfin, alors, est-ce que c'est des maladies? Est-ce que c'est un syndrome? Et ce sont aussi l'expression clinique des troubles est particulièrement évolutif et variable selon les sujets et variable dans le temps. Vous savez que si, même dans les familles, on a identifié une mutation génétique qui, a priori, pourrait être causale, vous prenez les différents membres de la famille, vous n'avez pas une homogénéité de la présentation. Et puis, il y a toute cette question de la différenciation entre les syndromes, les formes frontières. Quand vous voyez un trouble social, des petites difficultés d'anxiété sociale chez un jeune, c'est extrêmement difficile de dire si c'est juste de l'anxiété, si c'est de la dépression ou si c'est éventuellement une entrée dans la psychose. L'autre chose, c'est que ce sont des maladies... Alors, quand on dit maladies complexes, en fait, c'est en gros qu'on ne sait pas exactement qui interagit, mais on sait que beaucoup de choses peuvent interagir pour mener à la maladie. Et notamment, c'est cette question d'interaction entre des facteurs génétiques qui vont effectivement créer des dysfonctionnements et des anomalies dans la construction de la maison, pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, mais aussi des facteurs d'environnement qui vont fragiliser encore un peu plus les choses, soit au début de la vie, soit un peu plus tard, à des moments de période critique. Et aujourd'hui, dans les choses un petit peu nouvelles, j'ose pas dire nouvelles, mais en tout cas des choses qui se développent de plus en plus avec des informations et des connaissances sur le plan fondamental, c'est le fait que bien sûr le développement très précoce est extrêmement important, les 2 premières années, mais il y a aussi d'autres périodes critiques de la vie, notamment cette période, alors moi je dis plutôt 15-25 ans, voire 30 ans, ça dépend quel marqueur et quelle borne on utilise, mais pendant toute cette période-là, le cerveau est en plein remodelage, et c'est probablement une fenêtre de vulnérabilité, parce que c'est dans cette fenêtre-là que les troubles psychiatriques peuvent apparaître, mais c'est probablement aussi une fenêtre d'opportunité pour des thérapeutiques. Et puis bien sûr, il y a aussi une phase un peu compliquée sur le vieillissement, donc sur lequel je ne m'apesanterai pas, parce que je vais commencer à finir par rentrer dans cette phase-là. Voilà. Et donc finalement... J'ai passé la précédente. Donc finalement, la question, enfin, il y a toujours eu des discussions. Est-ce que ces troubles sont neurodéveloppementaux? Est-ce que c'est neurodégénératif? Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et probablement, on a fait un peu un néologisme en parlant de c'est neuroprogressif, c'est-à-dire qu'il y a clairement des éléments neurodéveloppementaux, mais il y a encore une évolutivité. Alors, pour introduire le sujet aussi, c'est la question des définitions des biomarqueurs. Qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur? Soyons clairs. Je vous ai repris la définition du NIH. C'est une caractéristique mesurable objectivement qui représente un indicateur des processus biologiques normaux ou pathologiques ou de réponse pharmacologique à une intervention thérapeutique. D'accord. Alors, on peut définir, on peut essayer de trouver et catégoriser les biomarqueurs en fonction des stades. Alors, les stades, ça va être... pardon, à tous les coups, je ne vais pas réussir moi non plus, excusez-moi. Voilà. Les stades, ça va être des stades de prédiction avant la maladie, des stades de détection, c'est-à-dire dès qu'il y a les premiers symptômes, des stades de diagnostic lorsque le tableau est complet, et évidemment aussi des stades pronostiques, lorsque la maladie s'est déclarée. Et puis on peut aussi regarder ça en fonction du type de molécule. Soyons clairs, le domaine des biomarqueurs s'est énormément développé dans le champ de la cancérologie en premier lieu. Et donc effectivement, quand on regarde les définitions, c'est très teinté par cet aspect-là. Donc c'est DNA, RNA, protéines, dérivés glucidiques, dérivés lipidiques, etc., toute molécule dosable dans un liquide quelconque ou dans une structure quelconque. Et puis, en fait, il y a d'autres biomarqueurs qui se sont développés, comme l'imagerie, comme la neuropathologie, par exemple pour l'Alzheimer,
dans les cas où on peut faire des biopsies, la cognition, puis parfois, et puis un domaine tout à fait récent où on pense que certains modèles cellulaires pourraient aider à définir des biomarqueurs et tester la réponse thérapeutique pour un sujet donné. Alors on peut chercher effectivement, là je vais essayer de centrer, je vais pas rentrer dans le détail de tous ces biomarqueurs-là. Alors vous m'avez pas mis la bonne bon, tant pis, c'est dommage, j'avais des très très jolies images, mais non, pas la bonne. Donc tant pis, bon, voilà, vous n'aurez pas les images en anglais. Je vais juste citer, il y a une très très jolie revue qui a été publiée par Mark Millan dans Nature Review Drug Discovery, qui reprend des très jolies images, et je vais essayer de me rappeler de tout ce qu'il y avait sur ces schémas. Donc les biomarqueurs, on va évoquer la question des biomarqueurs génétiques, des neurotransmetteurs, parce que bien sûr c'est des maladies liées aux neurotransmetteurs, du métabolisme, inflammation et stress, et puis je dirais juste un mot de l'épigénétique. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rentrer dans la cognition et l'imagerie, parce que là, sinon j'en ai pour 3 heures et encore. Alors, marqueurs génétiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions dans la génétique des maladies psychiatriques, mais il y a quand même quelque chose un peu nouveau, c'est la mise en évidence. Indépendamment de la classique représentation, il faut de multiples gènes dont l'effet s'additionne ou interagissent pour que la maladie se déclenche. On a mis en évidence que dans certains cas, donc ça c'est ce qu'on trouve ici, et puis c'est des variations qui sont présentes fréquemment dans la population générale, et ça interagit avec l'environnement pour que ça se révèle. Ce qu'on a mis en évidence plus récemment, c'est que vous avez aussi, comme dans le cas de l'autisme, des variants rares, qui, eux, ont un effet majeur. Et alors, ça ne veut pas dire que effet majeur, ça ne veut pas dire que systématiquement la maladie va apparaître, mais en tout cas, ils ont une influence majeure. Et éventuellement, ce que ça apporte de nouveau, c'est que ça peut éventuellement pointer un processus physiopathologique particulier, et puis donner donc des nouvelles pistes fonctionnelles. Alors bien sûr, le problème, c'est que en fait, aujourd'hui, toutes ces... Alors j'ai mis en surligné le 22q11 parce que c'est relativement fréquent, mais quand on prend l'anomalie du 22q11, on retrouve dans les expressions phénotypiques des troubles psychotiques, des troubles de l'humeur ou des troubles obsessionnels compulsifs, et puis parfois des troubles de retard mentaux. Donc il y a encore une grande variabilité à mutation particulière. Alors quel est l'intérêt de dépister ça ? Ben d'abord, ça a un intérêt quand même de mettre un nom et d'avoir une meilleure connaissance du trouble présenté. Ça a aussi un intérêt puisque chez certains patients qui ont des formes très incomplètes, on peut avoir absolument que des symptômes psychiatriques, alors que cette mutation est associée à des anomalies cardiaques, rénales, des anomalies du voile du palais qui sont moins graves en soi. Et donc parfois, on se retrouve à faire un bilan un peu plus général et donc éventuellement éviter des complications somatiques. Et puis, la grande question, c'est de savoir si on arrivera à avoir des orientations thérapeutiques. Je vais juste vous proposer, après cela, un exemple autour d'un cas clinique. Alors, les neurotransmetteurs, bien sûr, les neurotransmetteurs en jeu, c'est la dopamine, le glutamate, le GABA, les endocannabinoïdes. Globalement, tout ce qui est en périphérique jusqu'à présent, ça a été relativement peu conclusif, on va dire. Cela dit, vous savez qu'on est dans le monde du omique, c'est-à-dire la capacité de détecter des substances, de picomoles de substances s'est améliorée, et donc on arrive aujourd'hui à doser les choses un petit peu plus finement. Globalement, les principaux résultats vont être dans ce champ, vont être dans le liquide céphalo-réchilien. Alors c'était juste pour rappeler la dopamine, vous savez que les symptômes positifs c'est plutôt hyperdopaminergique, les symptômes négatifs c'est plutôt hypodopaminergique dans d'autres régions cérébrales et notamment dans le cortex frontal. Et donc dans cette revue, la conclusion c'est que les dosages dans le LCR ou le sang sont relativement décevants. Néanmoins, très clairement, il y a un outil dont on se dote très peu en psychiatrie, c'est justement d'aller, dans certaines formes assez résistantes, d'aller doser le niveau des neurotransmetteurs. Et de l'expérience qu'on a maintenant dans le service, où on fait ça quasiment systématiquement dans les formes très résistantes, c'est qu'on trouve de façon non négligeable des anomalies dans certains biomarqueurs, dans certains marqueurs dopaminergiques très classiques, avec un taux complètement effondré de marqueurs dopaminergiques, par exemple, ou d'autres anomalies qui peuvent parfois avoir une réponse thérapeutique directe. Alors, ce que je voulais vous montrer comme cas clinique, parce que ça illustre bien le propos, c'est une jeune femme. C'est une lettre qui a été publiée dans Biological Psychiatry cette année. C'est une jeune femme qui a été diagnostiquée avec un trouble schizophrénique à 20 ans.
Ce qu'on trouve, c'est une altération fonctionnelle, des organisations, un discours hermétique, des préoccupations un peu particulières sur les capacités de divination, etc., etc. Un tableau assez typique. Néanmoins, ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y avait un déficit cognitif assez important, avec une très grande lenteur, un déficit attentionnel, exécutif, instrumentaux. On retrouve dans l'enfance des troubles attentionnels précoces, des troubles des apprentissages. Et puis, ce qui nous a attiré particulièrement l'attention, c'est le fait qu'il y avait quelques petites anomalies morphologiques. Et on s'est dit, bon, ben, allons-y, faisons une CGH-arrêt, donc recherchons, voir s'il n'y a pas des anomalies génétiques. Entre-temps, on avait bien sûr mis un traitement antipsychotique qui, en gros, l'aggravait et n'apportait pas grand-chose. Et ce qu'on a trouvé, c'est une mutation, une microduplication sur le chromosome 17 qui emporte une petite dizaine de gènes, mais plus particulièrement un gène dont on sait qu'il participe à la régulation de la tyrosine hydroxylase. La tyrosine hydroxylase, c'est l'enzyme clé de la synthèse de la dopamine. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on a d'autres marqueurs d'un déficit dopaminergique chez cette jeune femme? Et effectivement, on a trouvé dans le LCR une diminution du HVA, alors que la tyrosine, c'est-à-dire le précurseur, était normale, et puis la série sérotoninergique était normale. Par ailleurs, le DAT-scan, qui regarde une exploration d'imagerie fonctionnelle, n'a pas montré d'anomalie des récepteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez cette jeune femme, on a fait un test au méthylphénidate pour voir si ça faisait quelque chose, si ça faisait bouger quelque chose. Donc, effectivement, elle était améliorée surtout sur la dimension attentionnelle. Et puis, finalement, elle se plaignait beaucoup de la période après l'effet. Et donc, on est passé à un agent dopaminergique. Donc, c'est complètement paradoxal. On a amélioré cette jeune femme en lui donnant un traitement pro-dopaminergique et non pas antidopaminergique suite à cette investigation personnalisée. Et très important, ça a permis de mettre en place une remédiation cognitive extrêmement importante. Donc il ne s'agit pas d'opposer la remédiation cognitive et la biologie. En tout cas, cet exemple est tout à fait illustratif de ce qu'on peut faire d'un biomarqueur. Alors, métabolisme, vous savez qu'on l'a évoqué, le métabolisme, c'est tout ce qui fait fonctionner la machine, de l'intégralité de notre corps, y compris ce qui se passe dans les intestins, dans le foie, etc. Ce qu'on sait aussi, c'est que le cerveau est particulièrement sensible aux anomalies du métabolisme, et vous trouverez, alors je ne sais plus exactement où, mais Olivier Bonneau a fait une application pour... professeur de pédopsychiatrie à Nantes, a fait une application reprenant toutes les anomalies qu'on peut retrouver fréquemment alors souvent c'est chez l'enfant, mais parfois chez l'adulte. Je vais juste me concentrer sur cette anomalie-là, qui est la question de l'augmentation de l'hyperhoméocystéinémie. C'est un nom barbare. C'est intéressant, pourquoi? Parce que l'homocystéine est une molécule qui est complètement corrélée au taux de folate. Que le taux de folate, vous savez, le folate c'est une vitamine qu'on peut manger quand on mange des brocolis, des lentilles ou du jus d'orange. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'il faudrait en manger beaucoup quand on est adolescent, ce qu'on ne fait pas toujours. Je préfère les McDo. Et en tout cas, là on est dans un modèle typique où on a une manière d'agir sur ce système métabolique extrêmement polyvalent et ubiquitaire pour améliorer les choses. Ce qui est intéressant, c'est que le tétrahydrofolate, donc issu du folate, est un cofacteur pour la synthèse des neurotransmetteurs. Je vous citais qu'on faisait des ponctions lombaires où on trouvait parfois des déficits. Dans certains cas, on a supplémenté, quand il y avait une baisse en folate, supplémenté en folate, et on a vu que les taux de neurotransmetteurs apparaissaient avec une meilleure réponse au traitement. Et ce qui est là en particulier, c'est qu'il y a un polymorphisme très fréquent qui est dans cette enzyme de synthèse, qui est présent dans un tiers de la population. Un des variants diminue la synthèse de folate. Donc c'est quelque chose de relativement fréquent. C'est probablement pas causal, mais probablement c'est un facteur qui va aggraver l'évolution des troubles. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Alors, inflammation et stress, alors, je suis un peu déroutée parce que je n'ai pas les mêmes diapos que ce que je pensais. Inflammation, stress, juste pour reprendre le modèle first hit, second hit, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de données aujourd'hui qui montrent la mise en cause de certaines voies d'activation impliquées dans l'inflammation, notamment cette race cellulaire qui est la microglie, qui concentre tous les intérêts, avec la notion que des perturbations précoces activeraient la microglie. Et puis, cette activation serait relancée par une autre agression au cours de l'adolescence, par exemple.
Et avec ces cellules-là vont pouvoir synthétiser un certain nombre de cytokines, c'est-à-dire des agents qui sont soit pro-inflammatoires, soit anti-inflammatoires. En l'occurrence, les microglies ont plutôt un effet pro-inflammatoire. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que certaines molécules peuvent diminuer l'activation des microglies, en particulier certains antibiotiques. Vous voyez qu'on est très très loin de la dopamine, en tout cas. Et alors, on a souligné, effectivement, dans l'histoire des biomarqueurs, l'espoir ultime, ce serait de pouvoir détecter les sujets qui sont juste avant l'évolution vers la maladie elle-même, qui est le premier épisode psychotique, et puis d'enrayer l'évolution. La notion nouvelle, c'est de changer le cours de l'évolution. Il ne s'agit pas, je vais te faire une remarque, il ne s'agit pas d'aller dépister tout le monde dans la population générale et d'aller prendre les gens qui vont bien dans la rue et de dire on va faire un test, on va voir si vous allez devenir malade. Il s'agit de se rapprocher du moment où il y a déjà des petites difficultés, il y a déjà des symptômes et on a besoin d'aide, et de savoir diagnostiquer parmi ces jeunes-là ceux qui vont aller vers la maladie et ceux qui ne vont pas qui vont échapper à la maladie. Et probablement qu'il y a des facteurs qui pourraient prédire ça. Donc ça, on peut l'explorer de deux manières. Enfin, on peut l'explorer à partir du moment où on réussit à avoir accès à ces jeunes demandeurs d'aide, on appelle help seeking en anglais, qui vont avoir déjà des petits symptômes sur lesquels on va caractériser. Je vais passer sur les caractéristiques cliniques qui sont globalement assez mauvaises, puisqu'on arrive avec les caractéristiques uniquement de prédire 30% de transition psychotique à 1 an, donc c'est bien mais c'est pas terrible. Donc d'où l'intérêt des biomarqueurs pour à la fois savoir dire si c'est vulnérable, déjà à risque ou déjà dans la maladie, et puis surtout pour essayer de prédire. Et donc on va pouvoir soit suivre le cours des choses pour essayer de comprendre ce qui se passe au cours de la maladie, soit comparer chez des sujets qui sont juste avec quelques symptômes légers, comparer au T0 des personnes qui vont faire, dont on sait qu'ultérieurement elles ont fait une transition psychotique versus ceux qui n'ont pas fait ça. Alors comment on peut faire ça? Déjà, il faut avoir des candidats biomarqueurs. Je ne sais plus combien j'en ai, 2 minutes, pas beaucoup. 5. Bon, alors je vais essayer de tenir. Donc, comment on peut faire? Alors, la première chose, c'est d'avoir des candidats biomarqueurs. Donc, la première des choses, c'est que vous allez essayer de trouver... Là, je vais reprendre un petit peu la méthodologie qui a été celle faite avec l'Université de Cambridge, qui a repris tout ça sur des prélèvements périphériques, des prélèvements de sérum, à commencer dans un premier temps à déterminer si on fait de la protéomique avec des milliers de marqueurs, quels sont ceux qui permettent de discriminer des patients souffrant de troubles schizophréniques de sujets contrôle. Première étape. Donc il y a eu plusieurs cohortes, parce qu'il faut pouvoir répliquer dans plusieurs cohortes. Après ça, il y en avait certains avec des schizophrénies chroniques, d'autres avec des premiers épisodes. Voilà. Après ça, il a fallu effectivement faire une étude une fois qu'on a sélectionné ces quelques marqueurs, on les reteste dans une autre population indépendante. Et puis surtout, la troisième étape et la plus importante, c'est que vous allez tester ça chez des sujets pour lesquels vous avez prélèvement à T0, au début de leur évolution, et puis vous allez regarder si ça permet de prédire ou non l'évolution vers un trouble bipolaire ou vers je sais plus du coup, voilà, je vais passer ça, ou vers un trouble schizophrénique. Et donc c'est ces résultats ici. Donc on a montré effectivement que un panel de 22 biomarqueurs, pas grand-chose, permettait de prédire, donc ça c'est une cohorte de militaires américains, où vous avez à la fois le devenir des troubles bipolaires, vous voyez que c'est aussi sensible, mais c'est peu spécifique. Par contre, ça décrivait bien la psychose. Et puis dans un groupe de patients souffrant de symptômes à risque de psychose, donc des symptômes atténués, on a montré, donc ça c'est la courbe quand on prend que la clinique, ça c'est quand on prend que les biomarqueurs, et quand on fait la somme entre biomarqueurs, enfin quand on prend à la fois en compte les biomarqueurs et les symptômes cliniques, on a une très bonne spécificité et sensibilité. Bien sûr, ça on aimerait bien le répliquer, je vous avoue, si on avait des financements. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ces biomarqueurs? Eh bien, vous avez une liste comme ça, et on ne tombe pas du tout sur la dopamine, mais sur des marqueurs de réponse inflammatoire, sur des marqueurs des signaux hormonaux, etc., qui soutiennent du coup l'hypothèse qu'on est bien dans un processus actif en lien avec l'inflammation. Une petite remarque, inflammation, ça ne veut pas forcément dire uniquement réaction immunitaire. Les marqueurs de l'inflammation sont aussi des marqueurs qui aident au remodelage synaptique cérébral. Et puis je vais faire juste un teasing, puisque je sais qu'un des prix a récompensé ce travail-là. On a regardé l'épigénétique
Lorsqu'on compare, ça c'est juste une figure pour vous montrer que si on regarde les patients qui ont fait la conversion versus ceux qui n'ont pas fait la conversion psychotique, vous voyez que globalement on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous permettrait de déterminer tout ça. Voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces biomarqueurs et où en sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Eh bien, c'est effectivement de pouvoir éventuellement améliorer le diagnostic et faire un diagnostic précoce et de savoir très tôt, plutôt que de faire des essais, erreurs, faire très tôt des choix thérapeutiques avisés. On peut imaginer faire une médecine stratifiée. J'ai finalement peu repris, parce que je ne voulais pas parler tout, cette question de patients ultra résistants, mais clairement, et ça c'est déjà en pratique clinique, certains formes de maladie méritent d'avoir un bilan plus poussé et éventuellement avoir certaines réponses thérapeutiques particulières. La question, c'est la sélection du bon traitement pour le bon patient. Et ça, on n'y est pas encore, mais on avance. Il y a aussi la question du monitoring des traitements, parce qu'une fois qu'on a mis un monitoring, ou du monitoring de la maladie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prédire les rechutes, ou est-ce qu'on peut prédire ceux qui vont faire des effets secondaires plus ou moins importants. On a déjà des pistes pour ça dans certains cas. Et enfin, et c'est effectivement le grand espoir actuel, c'est le développement d'interventions curatrices, voire préventives. Où en sommes-nous ? Aujourd'hui, ce qu'on peut déjà faire, c'est le diagnostic de certaines causes rares, curables, de troubles psychotiques. Voilà, il ne faut pas passer à côté. Donc, lorsqu'on propose des bilans extrêmement étendus, qui sont d'ailleurs pas très chers par rapport à d'autres bilans qu'ils ont fait en cancérologie, le but, c'est éventuellement de pointer. C'est rare, mais quand on tombe dessus, ça peut valoir le coup, comme vous en doutez. C'est aussi éventuellement d'identifier des facteurs aggravants curables. Je parlais là du déficit et des altérations du métabolisme de folate, puisque là, c'est facile de rajouter du folate. Prévenir certaines complications somatiques, notamment en dépistant telle ou telle mutation qui a des conséquences somatiques autres. Et puis, le monitoring des traitements, on sait effectivement que certaines personnes sont acésieurs lents, acésieurs rapides, c'est-à-dire métabolisent différemment, et du coup peuvent avoir éventuellement des effets particuliers. Le work in progress, c'est ce sur quoi on est encore en train d'avancer, c'est la découverte des processus sous-jacents. La question d'avoir des biomarqueurs à l'échelle individuelle, parce que quand vous voyez des imageries, c'est magnifique, mais c'est des effets de groupe. Aujourd'hui, ce n'est pas encore... on ne peut pas prédire sur un effet sur une personne donnée. La question des omics et big data, les omics et big data, ça soulève des questions méthodologiques d'intégration. Il ne s'agit pas de prendre que de la biologie protéomique ou que de la génétique, il faut pouvoir intégrer tout ça. Et puis, l'orientation thérapeutique, à vrai dire, si on prend les biomarqueurs cognitifs, on est déjà en plein dedans. On est déjà en plein dans l'idée qu'il faut faire une évaluation cognitive précise pour savoir sur quelle dimension on peut avancer. Et bien sûr, l'objectif et l'espoir, c'est d'avoir une approche personnalité et prédictive. On n'y est pas encore, mais il y a déjà des choses possibles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Peut-être des questions ou des commentaires pour Madame Krebs autour de ce sujet des biomarqueurs. Voilà, la parole est à vous pour quelques minutes. Oui, merci. Tout simplement, la question, c'est où est-ce qu'on peut effectivement proposer ce genre de diagnostic, qu'il soit sur le plan imagerie, biomarqueur, génétique, parce que il y a parfois besoin d'une expertise, je dirais pratiquement juridique, pour démontrer que quelqu'un est malade et qu'il n'est pas simplement délinquant ou autre. Alors, un biomarqueur... Je parle en termes juridiques y compris. Qu'est-ce qui a valeur d'expertise Alors, en valeur juridique, aujourd'hui, rien n'a valeur d'expertise. Vous n'aurez jamais une démonstration directe que tel biomarqueur va expliquer telle conduite ou tel trouble du comportement ou telle situation. Donc, il y a vraiment, je pense que ça, c'est pas la bonne utilisation de ces biomarqueurs, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interagissent. Et quant à la question... Où est-ce qu'on peut faire ça ? Ça demande une certaine expertise, mais ce n'est pas une expertise impossible à atteindre. Il y a de plus en plus de centres qui s'organisent autour de ça.
Pour les centres sur les psychoses débutantes, où vous avez compris que c'est une fenêtre où peut-être qu'on a l'espoir qu'une intervention précoce aurait un effet majeur sur le long terme, ces centres-là sont en train de commencer à s'organiser pour essayer de proposer des guidelines. Mais clairement, c'est compliqué dans un domaine où tout doit être une partie des résultats doivent être encore confirmés, et dans un domaine où le financement n'est pas toujours là. Voilà, je le dis. Excusez-moi de revenir sur un élément de réalité. Juste un point, parce que vous disiez, est-ce qu'on peut utiliser les résultats au niveau international? Alors, bien sûr, sur les biomarqueurs, tout à fait, puis on travaille en international. Il y a un point qui est compliqué, c'est clairement comment on implémente ces programmes de soins qui sont innovants et qui sont extrêmement porteurs. Et on observe que ce qui a été proposé en Australie, à Melbourne, n'est pas directement applicable au système français pour de multiples raisons. Et ça soulève aussi... Et donc, du coup, il faut voir comment adapter les choses. Et puis, l'autre chose, c'est, on revient sur la question de quelle est la formation des généralistes, quelle est la formation des professionnels au contact des jeunes, et comment on lutte contre la déstigmatisation qui fasse que les jeunes... La déstigmatisation. D'accord. Pour que les jeunes n'aient pas peur d'aller voir quelqu'un qui vont faire une vraie évaluation. Parce que sinon, ce sera du théorique, ça se fera dans des beaux pays, mais pas forcément en France. Donc il faut plus de PUPH. Sinon, des généralistes, on ne peut pas se plaindre que les médecins soient mal formés et qu'il n'y ait pas de formation et pas d'enseignement, ou pas suffisamment. Oui, je rebondirai un petit peu sur la question de cette dame. Notre problème est ce que nous voyons autour de nous. Comment arriver à bénéficier, au fond, d'une thérapeutique adaptée après une identification, soit par biomarqueur, soit par neuroimagerie, soit par examen un petit peu spécifique, alors que sur le terrain, nous nous heurtons même aujourd'hui à des professionnels qui s'opposent à envoyer nos malades lorsque nous demandons un deuxième examen vers un centre expert. Voilà. Je sais ce que je peux vous répondre à ça. Vous avez bien sûr, il y a toute une organisation des secteurs qui facilite l'accès aux soins de proximité, mais vous avez aussi le libre choix de pouvoir demander un deuxième avis. Je pense que c'est important, non pas dans le quotidien, parce qu'il ne faut pas... Enfin, je vous ai montré ce cas clinique, mais il faut quand même se rendre compte que c'est extrêmement rare d'avoir comme ça, de réussir à faire le décours et d'avoir une vraie conséquence thérapeutique. Donc il ne faut pas... Donc voilà, c'est plutôt rare. N'empêche que dans les cas difficiles, quand le traitement ne donne pas de résultats satisfaisants, ou en tout cas vraiment beaucoup moins que ce qu'on pourrait attendre, parce qu'on sait que de toute façon les traitements ne sont pas toujours suffisants, là ça mérite un deuxième avis très clairement. Alors écoutez, je ne sais pas, il y a un certain nombre de services universitaires, c'est essentiellement des services universitaires, il y a un certain nombre de services universitaires qui savent faire ça. Voilà. Et il faut promouvoir le fait qu'on puisse avoir accès. Alors, vous pouvez répéter la question, madame, quand vous avez une... Quand il y a une opposition des locaux, de la négociation, on passe beaucoup de temps à faire de la négociation, parce que la difficulté, c'est... notre difficulté, alors nous, on est souvent mis dans cette position-là, on se trouve qu'on est à la fois secteur et HU, donc on a la double version des choses. L'idéal est effectivement qu'on puisse au moins avoir un accord des équipes de secteur pour que ce ne soit pas un échappatoire après ça pour l'équipe de secteur en disant « Ah, vous allez vouloir ailleurs, moi je ne m'occupe plus de votre patient », avec la question de la sectorisation. Et bon, enfin, je vous passe le détail administratif. C'est là où les histoires administratives ont un poids et il faut... Voilà, qui complique les choses. Donc c'est de la négociation et sinon vous pouvez quand même, après ça, le risque c'est que... Enfin bon, il faut essayer de négocier. On y arrive en général. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, je le sais. Alors, je vais demander aux personnes qui veulent poser des questions de me le dire un petit peu avant. Comme ça, le micro sera déjà là au moment où vous levez. Mais même si la question est simple, on a besoin de vous entendre, monsieur. On vous écoute. Une question simple et courte. Je ne sais pas ce qu'est un PUPH, désolé. Pardon.
Un professeur des universités, praticien hospitalier, donc c'est les professeurs de psychiatrie, les professeurs de médecine. Il fut un temps où c'était le nirvana des internes. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple aujourd'hui. Et réellement, si vous voulez, c'est pas du lobbying que je fais. Moi, voilà, j'ai mon poste, voilà. Mais c'est vraiment, enfin, les chiffres qu'a montré Frédéric Rouillon sont effarants. On constitue 20% des dépenses de santé. Comment peut-on à ce point ne pas promouvoir la formation et les bons soins? On n'est pas en train de dire qu'on va soigner, on va guérir absolument tout le monde. Simplement, la question, c'est est-ce qu'on se donne aujourd'hui les moyens de soigner au mieux des connaissances? Et ça, la réponse est non. Voilà. Et donc, mais pour ça, il faut que les gens soient formés, qu'il y ait de la formation continue, qu'il y ait de l'information. Je suis régulièrement, certains généralistes sont extrêmement compétents, mais quand même en moyenne, ils ont une vision des troubles schizophréniques et des psychoses qui date d'il y a 30 ans. Donc PUPH, c'est quelqu'un qui enseigne, qui est universitaire et qui aussi est hospitalier, donc clinicien qui travaille à l'hôpital. Bon, tout d'abord, merci pour votre intervention. Vous avez parlé du diagnostic précoce. Alors c'est vrai que pour nous, famille, le diagnostic n'est pas suffisant. Il faut évaluer et surtout derrière prendre en charge. Et aujourd'hui, par rapport à ces jeunes, donc cette tranche d'âge que vous avez ciblée, qui est entre 15 et 20 ans, combien, à votre avis, il y a combien de ces jeunes qui profitent d'une prise en charge et de ces... Parce qu'on a vraiment l'impression que pour l'instant, c'est pas dans l'air du temps du tout, quoi. On n'a pas du tout d'équipes qui sont spécialisées en tout cas sur l'ensemble du territoire français. C'est un domaine qui est entre guillemets récent dans la littérature internationale. On voit bien l'évolution des idées, des concepts. Il fut un temps où si un symptôme régressait, ça voulait dire qu'on n'était pas malade et qu'on s'était trompé sur le diagnostic initial. On imaginait peu les formes résolutives de troubles psychotiques. Donc c'est un domaine relativement récent. Donc vous avez raison, c'est une poignée de patients. Donc là vraiment, il y a des centres qui sont en train de bouger. Il y a un gros problème en France qui est de coordonner entre des équipes d'urgence, des équipes plus addictos, des équipes plus des adolescents, des équipes plus adultes, pour qu'on ait une meilleure fluidité et éviter les ruptures de parcours de soins en amont. Et puis, il y avait un autre... Oui, juste un point sur le terme diagnostic. J'ai repris diagnostic par simplicité, parce que c'est comme ça que c'est quand on ouvre le chapitre biomarqueur. Mais je dois dire que c'est plus une évaluation que un diagnostic. Ou alors, il faut se dire que le diagnostic va être psychose débutante ou sujet à risque de psychose ou premier épisode psychotique. C'est pas un diagnostic. Quand on voit ces jeunes-là, juste pour rappeler un chiffre, 30% des sujets à risque avec les critères cliniques qui ont été établis au niveau international, 30% seulement vont développer un trouble psychotique dans l'année. Donc, ou même dans les 3 ans, 36% dans les 3 ans. Donc la plupart ne vont pas évoluer vers un trouble psychotique. Donc il ne s'agit pas de dire, ça y est, il est malade, il faut qu'il rentre de stigmatiser, etc. etc. Et premier épisode psychotique, l'évolution, elle est vers des troubles bipolaires, des troubles schizophréniques, parfois vers un épisode psychotique unique. Donc là aussi, il y a une grande incertitude sur le devenir. C'est vraiment un changement de positionnement qui nécessite aussi qu'on change nos modalités et qu'ils n'aient pas peur d'aller voir un psychiatre sous prétexte qu'il risque... Je veux dire, c'est pas en voyant le psychiatre qu'on devient schizophrène, quoi. Normalement. Normalement. Non, normal. On devient pas plus Merci, malade. madame. Merci beaucoup Marie-Odile Krebs. Je vous propose de poursuivre en parlant des nouveaux concepts de vulnérabilité aux pathologies psychiques. On va parler d'épigénétique et de prévention. L'épigénétique, alors la génétique, vous savez ce que c'est, hein, évidemment, je vais prendre une image, mais c'est un peu le programme informatique qui est au cœur de toutes nos cellules et qui détermine le devenir et la manière de fonctionner de ces cellules. Et bien, figurez-vous que le fonctionnement de ce programme peut être modifié par l'environnement, vous le saviez probablement, et ce qui explique ce lien entre l'environnement et la génétique, eh bien, ce sont des mécanismes biologiques qu'on appelle des mécanismes épigénétiques. Donc, des mécanismes biologiques au sein des cellules qui sont capables de prendre en compte l'environnement pour modifier l'expression des gènes. Voilà de quoi il s'agit. Et là, peut-être, dans cette épigénétique, se trouve peut-être une des causes de certaines pathologies. Et on va en parler donc avec Éric Facra, qui est BUPH.
au CHU de Saint-Étienne, surtout en psychiatrie adulte. Plus spécifiquement, vous vous intéressez aux questions de schizophrénie, monsieur, et vous êtes au pôle psychiatrie adulte et infanto-juvénile, donc à Saint-Étienne. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors oui, Éric Facra, jeune PUPH ou PUPH fraîchement nommé, et je dois dire qu'après ce qu'a dit Frédéric Rouillon, je m'inquiète un petit peu pour le reste de ma carrière. Alors déjà, je dois beaucoup remercier Michel Hamon, qui est le président de notre comité scientifique. Ouais, je monte, c'est bon. Et qui amène beaucoup de travail, d'animation au sein de ce comité scientifique et beaucoup d'investissement. C'est une vieille histoire, je pense, entre l'UNAFAM et moi. Déjà, je suis un des derniers lauréats 2011, il me semble, pour le prix recherche UNAFAM sur les travaux que j'avais faits sur l'émotion, dans la réactivité émotionnelle dans la schizophrénie. Et puis, c'est vrai que dans ma pratique, je suis content qu'il y ait des données qui maintenant le formalisent, qui le démontrent. L'action qu'on peut avoir avec les familles pour la prise en charge des patients est déterminante et c'est un des facteurs thérapeutiques les plus importants, au même titre que le traitement. Donc pour les patients qui ont la chance d'avoir un entourage, une famille, c'est vraiment un levier thérapeutique essentiel pour nos autres psychiatres. Et je pense que structurer par une association les aidants de ces patients, c'est essentiel parce qu'il y a un autre combat qu'on doit mener ensemble, celui de la pathologie auprès des patients, mais également un combat politique. Et pour qu'on se fasse entendre sur ce même combat, eh bien, il faut s'unir. Alors, je passe un petit peu sur donc à la suite. Vous allez voir que c'est, je pense, une bonne continuité avec la présentation de Marie-Odile Krebs. Nous allons parler donc des concepts de vulnérabilité et surtout d'épigénétique. Je vais commencer, alors que je... Hop, ouais. Bon. Je vais commencer par ce modèle éthiopathogénique qui est relativement ancien, puisqu'il a été proposé dans les années 70 par Zuber et Spring. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle a été proposé pour la schizophrénie, puis ensuite il a été appliqué à pratiquement tous les autres troubles psychiatriques, et puis même des troubles non psychiatriques, et la déclinaison est relativement simple. C'est-à-dire qu'on peut considérer que nous avons tous un certain niveau de vulnérabilité, qui est plus ou moins importante, et cette vulnérabilité, qui serait donc en partie génétiquement déterminée, va être confrontée à un environnement et surtout des facteurs de stress dans notre vie, et en fonction d'une part de la charge de la vulnérabilité et de la charge du stress, eh bien, nous allons développer ou pas la pathologie. Alors, bon, c'est effectivement, ça semble assez simple dans sa déclinaison, mais depuis une quarantaine d'années, ce modèle reste complètement central dans les hypothèses éthiopathogéniques qu'on a de la schizophrénie, donc il reste très juste. Par contre, ce qu'on peut dire tout de suite, qui, je pense, va faire l'essentiel de l'exposé après, c'est qu'il introduit par contre une dichotomie entre vulnérabilité, donc facteurs génétiques, et facteurs environnementaux. Et tout l'essentiel de l'avancée sur ces dernières années, c'est de montrer qu'on ne pouvait pas séparer ces deux types de facteurs aussi distinctement. Alors, certes, ce modèle de vulnérabilité a été un petit peu enrichi, et notamment avec les étapes chronologiques de la pathologie. Alors, comme je disais, nous avons une prédisposition génétique qui est là au départ, tout de savoir quand qui est le départ, et puis très rapidement, l'individu va être soumis à des facteurs environnementaux, donc très rapidement parce qu'ils arrivent durant la période de grossesse, c'est ce qu'on peut appeler les facteurs environnementaux précoces. Ensuite, l'individu va être à risque, déjà c'est un résultant de cette prédisposition génétique et de ces facteurs environnementaux précoces. Et puis, il y a quelques petits marqueurs, quelques petits signes qui peuvent montrer que le sujet est à risque de développer donc, la pathologie psychiatrique, mais ces symptômes, ces signes sont très peu spécifiques et généralement, il est impossible de les détecter. Ensuite, il va y avoir une deuxième série de facteurs environnementaux tardifs qui vont se dérouler pendant l'enfance, et c'est que à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, qu'on va voir éclore les prodromes et la pathologie. Et ensuite, ces facteurs environnementaux. Les prodromes, c'est les signes avant-coureurs, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Merci.
N'hésitez pas à m'interrompre. Je sais que tout le monde n'a pas un micro, mais vous pouvez lever la main si vous avez une question. M'avait fait un peu peur. Excusez-moi. C'était un peu fort, pardon. Non, vous inquiétez pas. Donc les prodromes, vous faites très bien de peut-être repréciser les choses, parce que ça fait partie des termes qu'on a l'habitude d'employer et qui nous paraissent évidents, mais bon, ça demande un petit peu d'explication. Les prodromes, c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est les signes avant-coureurs de la pathologie. Et comme l'avait dit Marie-Odile Krebs juste avant, vous savez que cette phase prodromique qui accompagne la plupart des entrées dans la pathologie schizophrénique, pas toutes, mais une grande majorité, eh bien, elle se passe dans les 4-5 ans avant l'éclosion de la pathologie. Et puis, on a l'habitude de distinguer ça comme les prodromes précoces et les prodromes plus tardifs, où commencent à émerger les symptômes qui sont plus caractéristiques de la pathologie schizophrénique. Donc ce que je disais aussi, c'est que ces facteurs environnementaux vont avoir une action ensuite, une fois la pathologie installée, pour déterminer les éléments de chronicité de la pathologie, ou d'aggravation de la pathologie, ou parfois d'amélioration de la pathologie. Voilà, donc peut-être qu'on peut reprendre, alors comme on le disait également, effectivement, la prévention peut se faire particulièrement durant cette étape de prodrome, comme on vient de le dire, mais également peut-être que si on bénéficiait de biomarqueurs assez sensibles, peut-être qu'on pourrait déjà repérer certains marqueurs qui seraient chez les sujets à risque. Alors, si on reprend de manière un petit peu plus détaillée ces étapes, donc la prédisposition génétique, on en a déjà un petit peu parlé. Je voulais juste vous citer une étude qui est à mon avis assez illustrative, qui est relativement récente, qui a l'intérêt d'avoir été portée sur un échantillon d'individus considérables, 9 millions de sujets, 2 millions de familles. Et dans ces études génétiques, ces études d'association, on regarde comment familialement on retrouve un risque de développer la pathologie, et on en conclut l'héritabilité qui est portée par la pathologie. Alors, comme je disais, 9 millions de sujets, donc que j'interprète un petit peu ce tableau, vous avez ici le risque relatif. Je ne sais pas si vous voyez, je le fais. Voilà, ici, le risque relatif. Bon, vous ne voyez pas, mais je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas. Donc, en gros, le risque relatif, normalement, le risque relatif, si vous n'avez pas de chance, de risque supplémentaire de développer la pathologie, il est de 1. Vous voyez qu'ici, ce qu'on regarde, c'est si vos parents sont atteints de schizophrénie, eh bien, vous avez 10 fois plus de risque de développer la pathologie que par rapport au reste de la population générale. Si vous avez un frère ou une sœur qui est atteint de la schizophrénie, vous avez 9 fois plus de risque de développer la pathologie. Alors, bon, effectivement, sur ce type de pathologie, sur ce type de chiffres, excusez-moi, sur ce type de données, on ne peut pas conclure quelle est la part de la génétique et de l'environnement, puisque normalement, vous êtes soumis en grande partie au même environnement que vos frères et sœurs, voire que vos parents. Là où l'étude est intéressante, c'est qu'ils ont également pris les cas de patients qui ont été adoptés, et donc il y a un risque biologique, mais qui n'est peut-être pas soumis au même environnement, puisqu'ils ont été adoptés par une autre famille. Et on voit que le risque est là encore considérable. Là encore, si vous avez été adopté et que vos parents biologiques ont une pathologie schizophrénie, vous avez 14 fois plus de risque de développer la pathologie. Et donc là, on voit, effectivement, c'est un des premiers signes de l'interaction entre l'environnement, sans doute que l'adoption, les conditions où elle s'est faite et pourquoi elle se fait, ajoute un risque environnemental en plus du risque biologique. Et sur cette étude, les auteurs ont donc déterminé qu'ils ont pu séparer la part d'héritabilité et la part de facteurs environnementaux. Et sur ces études, ils ont montré qu'il y aurait 65% de la cause totale de la schizophrénie qui serait due à des facteurs génétiques. D'accord ? Donc c'est les chiffres un petit peu que Frédéric Rouillon exposait tout à l'heure, bien qu'à un moment on pensait que c'était plus de 80%, maintenant on a tendance à baisser ce chiffre à 2/3. Donc, comme le disait Marie-Odile Krebs, effectivement, une fois qu'on sait qu'il y a des facteurs génétiques, il faut avoir en tête que la maladie schizophrénique n'est pas une maladie génétique simple. On le saurait, on aurait identifié les gènes. Ce seraient des causes, ce n'est pas une maladie génétique, ça c'est clair, et il y aurait des causes génétiques, et ces causes sont polygéniques, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de mutations qui interviennent, qui chacune
ajoute un risque additionnel d'avoir la pathologie. Donc, un peu comme disait auparavant, c'est-à-dire qu'il y a d'une part les variations qui sont communes et qu'on retrouve dans toute la population, et puis quelques variations qui sont beaucoup plus rares, mais qui ont un impact beaucoup plus important sur le développement de la pathologie. Mais on va dire que l'essentiel de l'héritabilité se fonde sur des petites mutations que nous portons tous. Donc la question est de savoir comment se passe cette matrice de mutations, et est-ce que le maillage qui se fait entre ces mutations va vous donner une grande vulnérabilité ou au contraire va être protecteur pour le développement plus tard de la pathologie. Alors, par la suite, nous avons les facteurs environnementaux et donc les facteurs environnementaux précoces. Comme je disais, dès la période de grossesse, eh bien, l'individu est soumis à son environnement et on sait que certains facteurs qui peuvent arriver durant la grossesse vont augmenter le risque de la schizophrénie, notamment, on a parlé, les infections, et on sait maintenant qu'il y a une saisonnalité des naissances, enfin, c'est une donnée qui est connue depuis longtemps, parce que souvent, lorsque la mère est soumise à un épisode infectieux, surtout pendant le premier trimestre de grossesse qui est l'étape de prolifération neuronale, surtout de migration neuronale, eh bien, il peut y avoir des conséquences, non pas par l'infection elle-même, mais comme on le disait, les protéines inflammatoires qui sont développées, les cytokines, qui vont directement interférer avec le développement cérébral du fœtus. Et puis, il y a des facteurs environnementaux tardifs. Alors déjà que les causes génétiques sont difficiles à expliquer, les causes environnementales sont très compliquées également à déterminer, puisque nous sommes soumis constamment à un environnement qui est extrêmement riche et extrêmement varié, et savoir quels sont les éléments de l'environnement qui sont bénéfiques ou défavorables, et il y a une telle intrication entre ces facteurs environnementaux que c'est extrêmement difficile de les identifier. Néanmoins, il y a quand même des études épidémiologiques qui nous aident là-dedans. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a 4 facteurs environnementaux qui ressortent de manière robuste au niveau épidémiologique et statistique. Quels sont-ils? C'est l'utilisation du cannabis, c'est le fait d'avoir subi des traumatismes, le fait d'avoir grandi dans une ville, c'est-à-dire une ville de plus de 150 000 habitants, et puis le fait d'être d'une appartenance sociale ethnique, généralement minoritaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous sont des facteurs de stress. Ce qui est intéressant, c'est que également ces 3 derniers, on peut considérer qu'ils peuvent être l'action de l'adversité sociale, c'est-à-dire d'un environnement social qui est peut-être plus hostile à l'égard de l'individu et donc être un facteur de stress continu. Alors, une petite parenthèse sur ces traumatismes, parce qu'on considère à la fois les traumatismes qui sont passés durant l'accouchement, mais également les traumatismes infantiles. Et notre équipe s'est un petit peu penchée. Alors, juste pour revenir sur l'ensemble de ces facteurs, ça n'a pas un énorme intérêt, mais c'est pour vous montrer, là encore, ces histoires de risques associés. On voit qu'une mutation génétique, il y a un risque supplémentaire de 1,1 pour développer une pathologie, et puis qu'on voit que le fait d'avoir grandi dans une grande ville, la migration, le cannabis, tout ça multiplie le risque de développer la pathologie schizophrénique de 2 à 3. C'est quand même assez considérable. Donc du coup, je voulais parler d'une étude qu'on a réalisée sur un aspect de ces traumatismes, et notamment les traumatismes infantiles. Nous avons considéré une particularité dans ces traumatismes infantiles, une dimension à part, qui est la négligence émotionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que la négligence émotionnelle? C'est le fait, par exemple, ces élèves qui sont en classe et puis qui sont la tête de turc de la classe. Vous savez que les jeunes entre eux, c'est un environnement qui est très difficile, il faut faire partie de la bande, et ils essayent de chercher des victimes qui ne font pas partie de la bande, et là, tous les autres s'acharnent contre eux, et pour ces pauvres enfants qui en font partie, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui est extrêmement douloureux émotionnellement, et surtout s'ils n'ont pas la possibilité de se confier, ils portent une négligence émotionnelle durant cette enfance. Et ce que nous avons essayé de déterminer dans cette étude, c'est est-ce que cette négligence émotionnelle et l'intensité de la négligence émotionnelle pouvaient avoir un impact sur le développement cérébral, c'est-à-dire le volume total de matière grise chez l'adulte. Alors, ce qui est assez intéressant, vous voyez, ici, je suis désolé, peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais globalement, ça, c'est chez les volontaires sains qui n'ont pas
de pathologie schizophrénique. C'est que vous voyez ici l'intensité de la négligence émotionnelle. Plus elle est à droite, plus elle est intense. Et là, c'est la réduction de la matière grise. Donc, plus vous diminuez, et moins il y a matière grise. Donc, il y a un élément qui est flagrant, c'est que plus la négligence émotionnelle subie dans l'enfance est importante, et moins votre volume de matière grise, lui, est développé. Et on est d'accord que ceci est chez les volontaires sains. Si on regarde ce qui se passe chez les patients souffrant de schizophrénie, vous voyez que les choses sont beaucoup plus marquées. Donc non seulement il y a cette sensibilité à l'environnement, mais cette sensibilité à l'environnement est d'autant plus marquée que vous avez sans doute une prédisposition génétique à subir ce que vous impose l'environnement. Et vous voyez que ici la courbe est beaucoup plus accentuée et beaucoup plus directe. Et là encore, la négligence émotionnelle, plus elle est importante, et plus votre volume de matière grise va dramatiquement diminuer si vous êtes vulnérable à la schizophrénie. Donc ça, on pourrait dire que c'est un premier exemple d'interaction entre les gènes et les environnements. Alors, on va un petit peu passer rapidement la question de l'effet toxique sur les rechutes, mais toujours pour dire que l'environnement reste important, bien sûr, une fois que la pathologie est déterminant, une fois que la pathologie est développée. Ce n'est pas seulement dans l'éthiopathologie des troubles qui va s'expliquer et les facteurs causaux, mais également une fois que la pathologie est installée. Et là encore, il y a quelques facteurs de l'environnement qui reviennent très souvent pour la rechute des patients, et vous les connaissez. C'est d'une part l'arrêt du traitement, puisque le traitement, on peut considérer que c'est un effet protecteur dans l'environnement qu'on vous donne, et il y a un autre agent et molécule qu'on parfois les patients prennent, et pour le coup qui n'est absolument pas protecteur, c'est le cannabis. Et dans les deux principales causes de rechute de la schizophrénie, d'épisodes de rechute psychotique, on retrouve l'arrêt du traitement et le cannabis. Alors, avançons un petit peu. Donc, vous voyez ici, on a parlé de ces facteurs génétiques, on a parlé de tous ces facteurs environnementaux qui vont pouvoir intervenir, et puis peut-être qu'il y a un chiffre qui vous a choqué, en tout cas ça a choqué beaucoup d'auteurs, c'est comment on fait pour déterminer qu'il y a 65% d'héritabilité. Enfin, ce chiffre est complètement... Là encore, pour reprendre cette même image, la maison, certes, et il y aura l'environnement où il se produit, mais on arrive à déterminer une part qui serait génétique et une part qui serait environnementale. Eh bien non, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Et effectivement, c'est là où intervient le modèle de l'épigénétique, c'est-à-dire que ce qui est fixé par l'ADN ne va pas forcément se révéler dans votre développement. Et donc ça, c'est une science qui est relativement récente. En tout cas, le développement dans les pathologies psychiatriques est plus récent. Et pour un petit peu détailler ces liens assez complexes qu'il existe entre génétique et environnement, on pourrait parler d'une part des corrélations gène-environnement, c'est-à-dire l'effet qu'ont les gènes sur votre sélection de l'environnement, l'interaction gène-environnement, et puis l'épigénétique, qui est l'effet de l'environnement sur l'expression des gènes. Donc la corrélation gène-environnement, nous ne sommes pas complètement passifs lorsqu'on subit notre environnement, et effectivement, nous avons des prédispositions génétiques qui vont orienter nos choix d'environnement. Si on prend un exemple extrême, une personne sourde va être moins sensible à la qualité de l'environnement sonore, va être peut-être moins attirée par les ambiances festives où se passe le bruit, et donc peut-être moins soumis à l'action des drogues, puisqu'il ne va pas dans les environnements festifs. Donc ça, c'est un exemple extrême. L'interaction gène-environnement, alors là, par contre, il y a des études qui sont développées depuis pas mal de temps en psychiatrie, et un des auteurs un des pionniers qui a le plus recherché ces effets de gène-environnement, ces effets interactifs, c'est Caspi. Et donc, il a sorti une étude en 2003 qui a fait beaucoup de bruit, qui est dans la dépression. Et vous voyez ici que, là encore un schéma où vous voyez sans doute pas grand-chose, là c'est le nombre d'éléments stressants auxquels l'individu est soumis, et là c'est les différentes formes génétiques de ce qu'on appelle le transporteur de la sérotonine. Donc on a déjà évoqué la sérotonine, on a déjà dit qu'il était extrêmement impliqué dans les troubles affectifs, et vous voyez qu'en fonction de la mutation, plus vous aurez d'événements de vie stressants, et si vous êtes à risque au niveau du transporteur de la sérotonine, plus vous aurez
de risque, là encore, 40% par rapport à 20%, de développer une dépression. Les données sont à peu près les mêmes dans la psychose, avec une autre étude qui a été développée par cette équipe par rapport au cannabis. Vous voyez que là, on s'intéresse à un autre gène, qui est le COMT, qui est un gène qui est important dans la dégradation de la dopamine. Dopamine, comme on l'a rappelé, qui est un neurotransmetteur particulièrement impliqué dans la schizophrénie. Et on sait également, comme je viens de le dire, que le cannabis est impliqué dans le développement de la schizophrénie. Mais là encore, ce n'est pas tous les individus. Et vous voyez qu'en fonction des mutations que vous avez, ce risque est plus ou moins élevé. C'est-à-dire que si vous avez la forme plutôt protecteur de la mutation, vous n'avez pas plus de risque en fumant du cannabis. Mais par contre, si vous avez des allèles à risque, alors là, votre risque de développer une schizophrénie par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas est beaucoup par rapport à quelqu'un qui ne consomme pas de cannabis est beaucoup plus important. Alors bien sûr, ces études ont été un petit peu décriées. Et puis, on va parler maintenant, pendant quelques minutes, de l'épigénétique, qui est un peu la résultante de toutes ces actions. Eh bien, comme on le définissait tout à l'heure, c'est l'ensemble des mécanismes qui régulent l'expression des gènes sans modifier elle-même la structure de l'ADN. Donc, si on revient un peu plus clairement sur les choses, vous voyez que ici vous avez l'ADN, vous connaissez tous ces images d'ADN qui vont ensuite donner lieu aux protéines. Eh bien, c'est une vision de l'esprit que de voir que l'ADN est comme ça. L'ADN n'est pas du tout comme ça. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui font du camping ici, mais moi qui ai fait 8 ans de scoutisme, il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à faire, c'est de plier le sac de couchage dans le sac. Et pourtant, j'ai été scout ici pendant 8 ans, un étage au-dessus. Vous savez quel bon conseil, 151e Cire de Joinville. Ça me fait c'est très étonnant de revenir ici. Mais en tout cas, l'organisme, lui, arrive à plier son sac de couchage grâce aux histones. Et donc, l'ADN va être empaqueté. Et il y a un ensemble de facteurs qui vont être déterminants dans cet empaquetage, qui sont d'une part l'acétylation des histones, c'est les protéines qui portent l'ADN, et puis des facteurs qui vont directement intervenir sur l'ADN lui-même, la méthylation. Un troisième facteur qui va être important dans l'épigénétique, comme vous le savez, l'ADN va être traduit ensuite dans des protéines qui s'appellent l'ARN, qui elle-même va donner lieu au cours de l'épissage et la régulation aux protéines. Eh bien, une partie de cet ARN va intervenir directement dans la régulation de ces ADN, et donc c'est un troisième endroit où l'épigénétique peut avoir lieu, et en plus, la mesure de ces ARN messagers va pouvoir servir comme biomarqueur. Donc vous voyez, la régulation épigénétique se fait non seulement au niveau de l'ADN lui-même, sans modifier la structure, au niveau des histones qui vont impacter cet ADN, et également au niveau des ARN non codants. Alors très rapidement, il y a eu des résultats dans la schizophrénie, mais vous verrez que ces études sont relativement récentes et ça fait seulement une dizaine d'années qu'on s'intéresse à toutes les modifications qu'il peut y avoir dans cette épigénétique. Et donc on s'est intéressé aux modifications qui peuvent être portées par les histones, mais également la méthylation du DNA. Pour l'instant, comme pour la génétique, comme c'est un champ qui est assez récent, eh bien même si on a pu pointer des anomalies spécifiques dans la schizophrénie, il faut les reproduire. Et je pense que les années à venir, et comme peut-être le travail que Marie-Odile a cité, qu'on verra plus tard, vont pouvoir faire une avancée considérable dans cette recherche de biomarqueurs dans la pathologie schizophrénique. Donc il me reste 2 diapos. Donc l'épigénétique, juste pour résumer, il y a une partie qui intervient dès l'hérédité, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que l'environnement de la mère, lorsqu'elle est enceinte, va jouer sur l'épigénétique, et on sait que ça peut être de 2 manières, c'est-à-dire que d'une part, ça peut être un lien direct par rapport à l'environnement, par ces micro-ARN circulants, et donc les cas de dénutrition, les cas d'inflammation, les cas d'infection, eh bien ces micro-ARN qui vont fixer l'épigénétique vont être directement impliqués au niveau du fœtus, et puis on sait qu'il y a un programme génétique de l'épigénétique qui est fourni par les gamètes sexuels, et donc il y aurait une mémoire transgénérationnelle de ce profil épigénétique. Épigénétique qui est très impliqué également dans la différenciation cellulaire, et donc vous voyez qu'il y a ce contraste assez saisissant entre d'une part la souplesse que peut avoir l'épigénétique par rapport à l'environnement, mais en même temps elle détermine des choses qui sont très fixées, et notamment la différenciation des lignées cellulaires, puisqu'une fois que une lignée cellulaire
a acquis sa mémoire et son développement, eh bien, il va rester le même tout au long de la vie de cette cellule. Et puis, il y a ces périodes critiques d'apprentissage où l'épigénétique est particulièrement impliquée. Et on peut prendre par exemple l'apprentissage des langues. Vous savez qu'il paraît qu'on ne peut pas apprendre une autre langue après 7 ans sans avoir un accent. Et ça veut dire qu'il faut apprendre les langues avant 6 ans si vous voulez avoir une chance de parler une langue étrangère sans accent. Et donc on voit que cette période d'apprentissage est particulièrement mûre avant 7 ans, et que c'est là l'action de l'épigénétique, puisqu'après il va refermer cette fenêtre, puisqu'il peut se développer sinon des choses pathologiques, comme par exemple les cancers. Et enfin, bien sûr, ce qu'on essaye d'étudier de plus en plus, qui est la réactivité de l'environnement à l'épigénétique. Donc, en conclusion, l'épigénétique qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes, ces modèles épigénétiques qui sont particulièrement pertinents pour expliquer la physiopathologie de la schizophrénie, puisqu'on a vu que sans doute que des facteurs de stress précoces pouvaient prédire les anomalies ultérieures, et ce n'est pas donc directement sur l'ADN qui joue, mais sur l'expression des gènes. La caractérisation du profil épigénétique qui permettrait d'identifier des sujets à haut risque, et enfin les actions préventives et thérapeutiques, notamment avec des molécules qui pourraient être à l'essai sur ces caractères de désacétylation de l'histone, qui pourraient être étudiés notamment dans le cadre de la pathologie schizophrénique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour vos questions, si on a le temps. Alors, on a du temps pour prendre une ou deux questions, commentaires, avis. Je viens jusqu'à vous. Il y a un micro pour vous. Oui. Bonjour, je suis journaliste et j'ai eu l'occasion d'interviewer Boris Cyrulnik qui parle de résilience et de neuroplasticité neuronale. Et tout à l'heure, vous disiez que les enfants à risque de schizophrénie avaient une diminution de la matière grise au niveau du cortex. Est-ce que vous pensez que la plasticité neuronale et le phénomène de résilience peut corriger rapidement ça, ou en partie, parce que lui, en prenant l'exemple des enfants roumains, expliquait que ces enfants, quand ils avaient des facteurs de résilience, retrouvaient au niveau du lobe antérieur du cerveau exactement le même volume qu'avant, une fois qu'ils avaient été au contact de personnes qui s'occupaient bien d'eux, qui leur redonnaient de l'espoir, etc. Donc je voulais savoir si ça pouvait jouer dans la schizophrénie également, quand on a des enfants qui ont une baisse de la matière grise. C'est une question qui est assez compliquée à répondre. Je pense que Boris Cyrulnik, non seulement quelqu'un de très actuel, qui a pu en plus revisiter ses théories par rapport aux données des neurosciences actuelles, et puis en plus, Boris Cyrulnik, c'est un exemple vivant de résilience. Alors, cette capacité de résilience, on peut dire aussi qu'elle est en partie déterminée génétiquement. C'est-à-dire que c'est quoi la résilience? C'est face à l'adversité de votre environnement, il y a une catégorie d'individus qui va répondre complètement différemment. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que souvent, quand il y a, en tout cas, que soit si c'est des exemples dramatiques dans la vie des humains, parfois de manière expérimentale dans les laboratoires, lorsqu'on soumet le jeune individu à un environnement hostile, eh bien, ensuite, s'il est dans un environnement plus confortable, il va avoir des performances plutôt basses dans cet environnement plus confortable. Mais par contre, s'il reste dans un environnement hostile, ou s'il se crée lui-même une hostilité, eh bien, c'est là où il va être beaucoup plus efficace dans son fonctionnement. Comme si, là encore, il y avait une mémoire de ce qui se passait durant les traumatismes plus jeunes. Mais on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette interaction, il y a effectivement dans la schizophrénie sans doute des marqueurs qui vont déterminer la possibilité de la perte cérébrale, mais cette perte cérébrale n'est pas uniforme dans tout le cerveau et elle arrive notamment dans une région qui est assez spécifique, le cortex préfrontal dorsolatéral. Le cortex préfrontal dorsolatéral qui est une des parties les plus, on va dire, entre guillemets, évoluées de notre cerveau et qui va continuer sa synaptogénèse jusqu'à une période tardive de l'adolescence. Et on sait donc que cette perte de matière grise dans cette région cérébrale va être en grande partie déterminée
par l'environnement et l'environnement précoce. Donc ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire que normalement, si nous arrivions à réguler l'environnement pour diminuer cette perte de matière grise, cela serait toujours possible. Maintenant, il faut savoir comment le faire. Madame. Oui, moi je voulais vous demander, vous parlez du cannabis, est-ce qu'il y a eu des études pour savoir pourquoi autant de schizophrènes se tournent vers le cannabis? Parce qu'en fin de compte, et parce que je le vis et beaucoup d'autres, on parle toujours du cannabis. Moi, mon fils ne fumait pas de cannabis, il l'a découvert à l'hôpital en étant soigné, parce que c'est à l'hôpital qu'il l'a trouvé. Et en fin de compte, ça, je l'ai retrouvé après partout, mais est-ce que, quelque part, alors je ne suis pas scientifique dans les biomarqueurs et tout, est-ce que justement d'être schizophrène n'entraîne pas ce besoin d'addiction, ce besoin de soulager dans l'alcool ou le cannabis, parce que c'est surtout le cannabis et pas d'autres, enfin en tout cas d'autres drogues. Alors est-ce qu'il y a eu des études, parce que quand on discute avec des médecins, ils vous disent oui mais 80% le font, hein, les infirmières. Alors c'est quoi la corrélation? Pourquoi ils sont aussi addictifs? Parce que c'est souvent après. Oui, non, c'est une question qui est fondamentale. Et ensuite, même si on a pas mal avancé sur cette question, qui reste, même du point de vue de la recherche, qui n'est pas complètement claire. Pourquoi c'est pas complètement clair? Parce que associé au cannabis, il y a d'autres facteurs qu'on appelle confondants. Sexe masculin, on sait que les hommes ont plus de risques de faire une schizophrénie, un petit peu plus, en tout cas des formes plus sévères de schizophrénie. L'urbanisme dont on parlait tout à l'heure, la migration, la précarité, tout ça sont des facteurs qui sont associés à la consommation de cannabis de manière très large, et c'est difficile d'individualiser les effets propres d'un des facteurs confondus dans l'ensemble de ces déterminants. Donc c'est la première chose, pourquoi c'est très difficile de déterminer précisément l'impact du cannabis de manière isolée. Par contre, ce qui est aussi assez clair, hein, il y avait un petit peu une diapositive que je vous montrais, c'est-à-dire que là encore, la vulnérabilité génétique qu'on a va considérablement influencer la sensibilité, y compris des patients schizophrènes, par rapport au cannabis. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de patients qui déclenchent la maladie à cause du cannabis, qui ont des facteurs de résistance à cause du cannabis, mais il y en a quelques-uns qui peuvent fumer du cannabis, pour qui ça a beaucoup moins d'impact. Alors, c'est jamais très bon de fumer du cannabis, mais en tout cas, ça a beaucoup moins d'impact. Alors, pourquoi les patients se tournent vers le cannabis? Je dirais que maintenant, il y a un effet de masse, hein, c'est-à-dire que tous les jeunes se tournent vers le cannabis à un moment. Hein, et lorsque vous êtes un jeune adulte, que vous n'avez pas de travail, que vous êtes relativement isolé, que vous n'avez pas trop d'activité, que vous êtes pragmatique, la seule manière de se socialiser avec des gens comme vous, c'est de trouver d'autres gens qui fument du cannabis. Donc, vous voyez, enfin, bon, après, effectivement, c'est quelque chose qui est très fréquent. Ce que vous soulignez, c'est l'hypothèse de l'automédication. Effectivement, peut-être qu'il y a des effets qui sont favorables dans la consommation de cannabis. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas exclu, mais quand on regarde les études, on a l'impression que les patients schizophrènes fument du cannabis pour les mêmes raisons qui sont celles de la population générale, et pas forcément pour lutter contre les symptômes. Et une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il n'y a pas que du mauvais dans le cannabis. Il y a le THC qui est tout à fait délétère pour les patients schizophrènes. Il y a également le cannabidiol, qui est une autre substance qui est comprise dans le cannabis. Et il y a des essais en cours thérapeutiques qui montrent que le cannabidiol peut avoir un effet favorable sur les symptômes psychotiques. Le tout est de savoir quel est le dosage de THC, la partie mauvaise du cannabis, et le cannabidiol qui serait la partie bonne du cannabis, et peut-être qu'il y a cet effet partagé que les patients schizophrènes recherchent. Merci Eric Facra, merci beaucoup.